Au matin, lorsque les cloches du monastère sonnèrent pour la première fois, les gardes postés à l'entrée principale entendirent un cri si perçant qu'il transperça le brouillard matinal comme un couteau dans du beurre. C'était une voix féminine, aiguë, déchirée, qui ne contenait ni supplication ni espoir, seulement un spasme d'horreur. Après cela, tout redevint silencieux, et seul le bruit des clés dans les serrures en fer rappelait que des personnes étaient retenues prisonnières ici. Le couvent Sainte-Marie, caché derrière 3 murs dans le vieux quartier de la ville, n'était pas un lieu de vie ordinaire. Son aile sud était appelée le corps des princesses. Pendant plus d'un demi-siècle, on y détenait des femmes nobles dont le destin était étroitement lié à la politique européenne. Elles portèrent des titres, mais n'avaient aucune liberté. Dans les documents de l'époque, elles étaient qualifiées de novices volontaires, mais en réalité, la plupart d'entre elles avaient été envoyées ici par leur père, leurs frères ou leurs maris. On y trouvait les sœurs de rois détrônés, les veuves de ducs exécutés, les filles illégitimes de souverains, et même une fiancée rejetée par le roi lui-même au profit d'un mariage plus avantageux. À la tête de ce harem fermé se trouvait la vieille mère supérieure, Agathe von Lothringen, une femme que l'on surnommait la clé de l'Europe. Elle savait trop de secrets. C'est pourquoi on lui permettait de diriger le couvent sans ingérence des autorités ecclésiastiques. Mais son pouvoir était désormais ébranlé. À la fin de l'automne, une fièvre s'était déclarée dans le corps des princesses et la première victime, la jeune fille du duc de Savoie, était morte dans d'atroces convulsions, le corps couvert de taches. Les premiers rapports conservés dans les archives municipales décrivent la maladie comme une fièvre accompagnée de plaies noires, bien que personne n'osait encore prononcer le mot « peste ». Les médecins, invités en secret et autorisés à examiner une seule des malades, ont prescrit des saignées et des compresses chaudes à base de plantes. Mais leurs conseils ont rapidement été réduits au silence. La nouvelle d'une épidémie au sein du couvent aurait pu provoquer un scandale politique. Parmi les religieuses, il y avait des fiancées de futurs mariés, et la mort d'une seule d'entre elles risquait de rompre des accords diplomatiques. Au cours de ces semaines, toute l'attention était tournée vers une seule personne, la princesse Isabelle d'Aragon, veuve du duc décédé, sans enfant et nièce du roi de France. Elle avait plus de 40 ans et avait déjà passé plus de 15 ans derrière les murs du couvent. Selon les rumeurs, le roi la retenait ici, craignant son influence sur la noblesse. Mais la maladie avait désormais atteint ses appartements. Les premiers symptômes étaient une faiblesse soudaine, une teinte jaunâtre de la peau, un gonflement des articulations et une soif constante. Selon les notes d'un des moines qui s'occupait du bâtiment, Isabelle avait des taches couleur de sang, séchées, sur les cuisses et le ventre, et sa respiration était lourde et sifflante. Le moindre contact avec sa peau provoquait une douleur aiguë, comme si un feu couvait sous celle-ci. La supérieure ordonna de la garder isolée et de ne laisser entrer que les sœurs de confiance et un médecin venu de Lorraine. Ce médecin, le maître Pierre Renard, décrivit l'état de la princesse dans son journal, qui fut retrouvé plus tard parmi les papiers de la chancellerie municipale. La température corporelle est si élevée que l'humidité s'évapore de la peau, laissant un voile blanchâtre de sel. Le pouls est irrégulier, la respiration saccadée. Je lui ai fait une saignée, en prélevant au moins 1/8 de son sang, comme prescrit dans de tels cas, et j'ai appliqué une pommade à base de saindoux, d'ail pilé et de racines de valériane sur les ulcères de l'aine. Elle se plaignait de visions, affirmant que son défunt époux se tenait dans un coin de la cellule et l'appelait par son nom. Des intrigues commencèrent à se tramer autour de la malade.
Un messager arriva de Paris avec une lettre du roi exigeant des rapports quotidiens sur son état de santé. Dans les couloirs du palais, on disait que si Isabelle mourait, sa riche dot, composée de plusieurs terres en Bourgogne, reviendrait automatiquement à la couronne. Cependant, certains parents influents en Savoie insistaient pour que les biens reviennent dans leur possession. Cela risquait de dégénérer en conflit diplomatique. Les serviteurs qui s'occupaient d'elle commencèrent à disparaître. Certains furent envoyés se faire soigner dans des villages éloignés. D'autres furent retrouvés morts dans le jardin du monastère, présentant les mêmes symptômes. Officiellement, ils étaient enterrés pour cause de rhume. Mais les rapports secrets des gardes municipaux indiquaient que les corps étaient noirs, couverts de profondes ulcérations et dégageaient une odeur nauséabonde de putréfaction. À cette époque, le monastère ressemblait à une forteresse assiégée. Les portes étaient enfermées à triple tour, des hommes armés montaient à la garde sur les tours et les habitants évitaient la rue qui menait au mur ouest. On disait que la nuit, on entendait des quintes de toux, des gémissements et des sanglots étouffés. La mère supérieure avait interdit de sonner les cloches à la mort des sœurs afin de ne pas attirer l'attention de la ville. Entre-temps, l'état d'Isabelle empirait. Elle refusait de s'alimenter, ne demandait que de l'eau et une infusion de graines de pavot qui lui procurait un bref répit, mais la plongeait dans le délire. Parfois, elle criait que les murs du couvent étaient en feu et tentait de se lever en déchirant ses bandages. Maître Renard nota « Ses yeux sont rouges, comme remplis de sang. L'odeur qui se dégage de sa bouche est insupportable. Sa langue est recouverte d'un enduit noir. Ses veines sont gonflées, ses mains tremblent, la peau de ses doigts commence à se détacher. » Selon des témoins, 2 gardes se tenaient en permanence autour de son lit, non pas pour la protéger, mais pour empêcher quiconque de s'approcher sans l'autorisation de la mère supérieure. Certains soupçonnaient que sa mort serait le signal d'une redistribution du pouvoir et des terres, et surveillaient donc tous ceux qui entraient dans ses appartements. Le soir du 25e jour de la maladie, une odeur de brûlé flottait au-dessus du couvent. Dans le fourneau de la cuisine, on brûlait les draps et les vêtements des sœurs décédées. Les cadavres étaient emportés pendant la nuit dans des charrettes fermées, tirées par des moines novices. Dans l'un des rapports d'un garde municipal, on peut lire « J'ai vu un corps recouvert d'une bâche sortir du couvent sous lequel des rats s'agitaient. » C'est à ce moment-là, selon l'une des servantes, que des rumeurs ont commencé à circuler dans les couloirs, selon lesquelles la maladie n'était qu'un prétexte, et qu'en réalité, dans le bâtiment des princesses, on éliminait discrètement ceux qui gênaient les plans du roi. À la fin de la 2e semaine de l'hiver, l'odeur de pourriture dans l'aile sud du monastère était si forte que même les soldats, habitués à voir des blessés sur le champ de bataille, demandaient à la mère supérieure des mouchoirs imbibés de vinaigre pour monter la garde devant les portes. Une odeur chaude et suffocante émanait des murs, et les jours de gel, de la vapeur, s'élevaient des étroites fenêtres des cellules comme si le bâtiment respirait le souffle lourd et brûlant d'un mourant. La princesse Isabelle ne se levait plus de son lit. Son corps s'était amaigri, mais son ventre et ses jambes avaient tellement enflé que la peau était tendue et menaçait de se déchirer. La peau de ses pieds noircissait, ses ongles commençaient à se détacher. Le maître Renard tenta 2 fois de la saigner, chaque fois en prélevant une chope de sang, noir et épais, qui sentait le fer. Mais cela ne soulagea pas la princesse. Au contraire, après chaque procédure, Isabelle se mettait à trembler et ses lèvres devenaient bleues. Dans ses notes, il nota « Le pouls est faible, la respiration sifflante, la langue est comme de pierre. »
Les ulcères sur la cuisse et l'aisselle sont profonds. Leurs bords sont gris, avec une croûte noire au centre. Lorsqu'on appuie dessus, un liquide épais, de la couleur d'huile rance, s'écoule. Elle se plaint d'entendre, derrière les murs, les pas de son oncle, décédé 10 ans auparavant. Ses yeux sont troubles. Ses pupilles ne réagissent presque pas à la lumière. Pendant ce temps, les discussions s'intensifiaient à l'extérieur du couvent. Des lettres scellées de Savoie et de Paris arrivaient presque tous les jours, mais la mère supérieure ne les ouvrait que dans sa cellule, sans les montrer à personne. Des rumeurs circulaient selon lesquelles le roi avait l'intention d'envoyer son cardinal de confiance au couvent afin de prendre le contrôle de la situation et d'emmener Isabelle au château, où elle signerait un document de transfert des terres. Les parents savoyards se dépêchaient d'envoyer leurs hommes pour empêcher cela. À l'intérieur du bâtiment, la tension montait parmi les princesses. Certaines recluses priaient pour être transférées dans d'autres couvents, tandis que d'autres, au contraire, discutaient à voix basse du fait que la mort d'Isabelle libérerait une chambre et les privilèges liés à sa position. Selon le rapport d'un garde municipal, au cours de la 3e semaine de maladie, une charrette s'est arrêtée devant le couvent, d'où 2 hommes, vêtus de capes sombres, ont sorti un coffre en bois. Ils l'ont transporté à l'intérieur du bâtiment et ont immédiatement fermé toutes les portes. Plus tard, il s'est avéré que le coffre ne contenait pas des affaires, mais des provisions, des herbes séchées, des cruches de vin, plusieurs flacons contenant un liquide épais que le maître Renard utilisait pour humidifier les bandages. Peu après, il commença à appliquer une nouvelle pommade à base de miel, de plomb pilé et de poudre de crapaud séché, mais l'état de la malade ne fit qu'empirer. Les serviteurs qui s'occupèrent de la princesse tombèrent malades les uns après les autres. 2 jeunes filles moururent en l'espace de 3 jours. Leurs corps furent emportés pendant la nuit. La supérieure ordonna de colmater les fissures des fenêtres et des portes et on disposa dans les couloirs des coupes en cuivre remplies de charbon ardent sur lesquelles on répandait de la résine et du genévrier pour tenter de masquer l'odeur. Mais en réalité, cette fumée ne faisait qu'accentuer la suffocation et l'étouffement. Au même moment, la nouvelle parvint au couvent que des prédicateurs étaient apparus dans la ville, accusant la mère supérieure de cacher le châtiment de Dieu. Ils disaient que la peste dans le bâtiment des princesses était une punition pour l'orgueil et le sang versé, et exigeaient que les portes soient ouvertes afin que le jugement de Dieu s'accomplisse jusqu'au bout. Isabelle, ne comprenant pas ce qui se passait derrière les murs, sombrait de plus en plus dans le délire. Elle implorait son mari défunt, murmurait des prières entrecoupées de menaces, et un jour, selon les dires d'une servante, elle se mit à crier qu'on avait mis de la terre du cimetière dans sa nourriture. Après cela, elle refusa complètement de s'alimenter. Elle ne se nourrissait que de vin dilué et de décoctions que lui apportait le maître Renard. Au bout de 4 semaines, la maladie atteignit un stade où la peau de ses mains et de ses pieds se mit à se détacher par endroits, en grands lambeaux, laissant apparaître des muscles humides et rouges foncés. Les doigts de sa main droite noircirent et commencèrent à se dessécher. Le médecin tenta de les panser avec de la résine et du tissu, mais l'odeur de décomposition était telle qu'il était impossible de rester dans la pièce sans se couvrir le visage. À ce moment-là, une petite suite venue de Savoie arriva dans la ville. Ils exigèrent de voir Isabelle, mais la mère supérieure refusa catégoriquement, invoquant le risque de contagion. En réalité, elle craignait que ses proches ne l'emmènent loin de l'influence du roi. En réponse, les Savoyards tentèrent de soudoyer les gardes, mais ceux-ci
conscients que leur désobéissance leur vaudrait la potence, refusèrent. Le soir de l'un de ces jours, le corps d'un jeune novice fut retrouvé dans la cour du monastère avec une marque bleue autour du cou, signe évident d'étranglement. Officiellement, on annonça qu'il était mort d'une faiblesse cardiaque, mais tout le monde comprit qu'il s'agissait d'un avertissement à ceux qui tenteraient de faire sortir des informations hors des murs. La situation d'Isabelle était critique. Elle respirait difficilement. Ses mains tremblaient, par à-coups, ses yeux se fermaient. Le maître renard écrivait « Le corps ne prend ni nourriture ni boisson. Le cœur bat, mais par intermittence. Le visage est déformé par des convulsions. Je crains que la mort ne survienne dans son sommeil et que personne ne sache à quelle heure exactement. » Mais la mort ne venait pas. Au lieu de cela, la maladie semblait la maintenir à bout, prolongeant son agonie et, avec elle, la lutte entre ceux qui attendaient sa fin. À la fin de la 5e semaine de maladie, l'aile sud du monastère ressemblait à une morgue où les vivants ne mettaient plus les pieds. Les couloirs étaient déserts. Les portes de nombreuses cellules restaient fermées jour et nuit, et seul un tout-sautement, un faible coup sur le mur ou un bruit semblable à un grattement venait parfois rompre le silence. Personne ne cherchait plus à cacher que la maladie décimait le corps des princesses. La seule question était de savoir qui survivrait jusqu'au printemps. La princesse Isabelle d'Aramon gisait immobile, comme si elle avait déjà franchi le pas, mais n'était pas encore partie. Sa peau avait pris une teinte gris-vert. Ses veines ressortaient encore de sombre. Son visage était émacié, ses lèvres gercées, et chaque inspiration était accompagnée d'un son sourd et visqueux, comme si son thorax était rempli de liquide. Sa respiration était si rare qu'entre deux soupirs, on aurait pu croire qu'elle était morte. Maître Renard, qui avait déjà perdu tout espoir, se contentait de changer ses bandages et d'humidifier ses lèvres avec un chiffon imbibé de vin dilué. Dans son journal, il écrivait « L'odeur dans sa cellule est un mélange de chair en décomposition et de fer rouillé. Son visage ressemble à un masque de cire, mais avec des taches qui changent de couleur, passant du jaune au noir. La peau de sa jambe droite est fendue et un liquide visqueux s'écoule de la plaie, dégageant une odeur qui donne le vertige. Elle ne réagit presque pas aux paroles. Parfois, elle ouvre les yeux, regarde le plafond, remue les lèvres et murmure des noms que je ne connais pas. Pendant ce temps, les gardes du roi se sont rassemblés devant les portes du couvent. Leur arrivée n'était pas un secret. Depuis une semaine, on disait dans la ville que le roi avait ordonné qu'Isabelle soit emmenée au château pour y recevoir les soins appropriés. Mais tout le monde comprenait qu'il s'agissait de sa signature sur les documents de transfert des terres. La supérieure Agathe von Lothringen ferma les portes et invoqua le danger de contagion. Mais dans la cour, les préparatifs battaient leur plein. Des moines novices armés, des planches pour barricader les portes, un chaudron d'eau bouillante près de la porte. La même nuit, un groupe de personnes venues de Savoie s'approcha secrètement du couvent. Leur chef, le frère du défunt mari d'Isabelle, apportait une lettre scellée du duc de Savoie. La lettre exigeait que la princesse soit remise sous la protection de sa maison natale et menaçait, en cas de refus, de rompre les accords commerciaux avec la France. La supérieure ne leur ouvrit pas non plus les portes. Des affrontements éclatèrent à l'intérieur du couvent. Plusieurs sœurs proches de la Savoie tentèrent de se faufiler dans les appartements d'Isabelle pendant la nuit, mais elles furent arrêtées par les gardes du roi. Selon certaines rumeurs,
l'une des femmes aurait disparu et le lendemain matin, un morceau de son vêtement imprégné de sang fut retrouvé dans le jardin. À ce moment-là, la maladie était déjà à un stade avancé. Les doigts de la main droite d'Isabelle tombèrent les uns après les autres, laissant apparaître les os. Ses pieds étaient complètement noircis et le maître renard, d'une voix tremblante, reconnut que les tissus étaient déjà morts. Dans des conditions normales, il aurait proposé l'amputation, mais cela n'avait plus aucun sens. La mort gagnait le corps depuis la périphérie vers le cœur. Les notes d'une des servantes, retrouvées des années plus tard, rapportent « Quand j'ai soulevé son bras pour changer le bandage, la peau s'est détachée comme un tissu mouillé, et j'ai vu un tendon blanc et sec. Elle n'a pas crié. Elle a seulement gémi, doucement, presque sans bruit. Il faisait si chaud dans la pièce, à cause des braises incandescentes, que la sueur coulait le long de mon dos, mais je tremblais quand même. Derrière les portes, il y avait de plus en plus de monde. Les soldats royaux et les Savoyards campaient, séparés par une route étroite, mais personne n'osait encore lancer l'assaut. Les habitants apportaient des nouvelles. Dans la cathédrale, on discutait déjà de l'intervention de l'archevêque, craignant que ce siège ne dégénère en un bain de sang. Le soir de la 6e semaine de maladie, Isabelle reçut la visite de la mère supérieure. Une servante, qui avait écouté derrière la porte, rapporta ensuite que la mère supérieure s'était penchée vers l'oreille de la princesse et lui avait dit à voix basse qu'il était temps de remettre son âme entre les mains du Seigneur et de signer les papiers afin de ne pas abandonner le pays aux infidèles. Il n'y eut pas de réponse, mais 1 heure plus tard, le maître renard remarqua que la princesse essayait de repousser de la main l'encrier qu'on lui avait demandé de préparer. Cette nuit-là, des cris retentirent près du couvent. Plusieurs personnes tentaient d'escalader le mur. Les gardes ouvrirent le feu avec leurs arbalètes. Le matin, 2 corps furent retrouvés près du fossé, mais aucune des 2 parties ne les reconnut. Dans la cellule d'Isabelle, ni le vinaigre ni la résine ne pouvaient plus masquer l'odeur de décomposition. Le corps était devenu une source de puanteur qui se répandait dans les couloirs. Plusieurs sœurs se mirent à se plaindre de nausées et de vertiges, et la mère supérieure ordonna de fermer complètement l'aile sud, ne laissant que le médecin et 2 serviteurs auprès de la malade. Mais plus le siège se resserrait à l'intérieur et à l'extérieur, plus il devenait évident que la question n'était plus de savoir si Isabelle survivrait, mais qui obtiendrait son corps et sa signature. À la fin de la 7e semaine, la maladie cessa même d'obéir au cours du temps. Les jours et les nuits se confondaient, car dans l'aile sud, on n'entendait plus les cloches sonner pour les offices, et les pas sur les sols en pierre étaient rares et sourds. Isabelle d'Aramon gisait, comme figée dans une étrange et douloureuse attente. Ses yeux ne se fermaient plus complètement. Une mucosité sombre s'accumulait dans les coins. Sa respiration était à peine perceptible. Maître Renard écrivait « Le cœur bat si lentement que je compte les pauses entre les battements sur mes doigts. Le corps est froid à partir des genoux. La peau des tibias et des pieds s'est transformée en une croûte noire. L'odeur est si forte que je suis obligé de tenir un chiffon imbibé de vinaigre dans ma main. Ses lèvres sont gercées jusqu'au sang et sa langue semble déjà morte. Mais elle est encore en vie, et c'est plus douloureux que la mort. » Pendant ce temps, à l'extérieur, l'agitation s'intensifie. La garde royale, sur ordre du monarque lui-même, se prépare à l'assaut. Ils ont traîné un énorme bélier jusqu'aux portes et des moines armés, munis de crochets et de lances, sont apparus sur les murs du bâtiment. Ne voulant pas céder l'initiative, les Savoyards ont profité de la nuit
pour incendier une partie du mur ouest, dans l'espoir de détourner l'attention des défenseurs et de s'introduire à l'intérieur. Cette nuit-là, le vacarme et les cris se mêlaient aux gémissements des malades à l'intérieur. Dans la fumée et la confusion, plusieurs hommes armés réussirent néanmoins à se frayer un chemin vers l'arrière qui menait au jardin du monastère. Ils se dirigèrent directement vers l'aile sud. La mère supérieure, apprenant la nouvelle, ordonna de fermer immédiatement le couloir menant à la cellule d'Isabelle et de poster 2 gardes armés de hallebardes croisés devant la porte. Mais la porte s'ouvrit tout de même, non pas pour les hommes armés, mais pour le médecin. Maître Renard, comprenant que les dernières heures de la princesse étaient venues, insista pour rester auprès d'elle. Il nota: son corps est secoué de petits tremblements. Sa respiration est sifflante, comme si de l'eau remontait du fond de sa poitrine. Des taches couleur de plomb sont apparues sur son visage. Elle regarde le plafond, mais ses yeux ne voient plus. Elle bouge à peine les lèvres, je n'entends que quelques mots. Froid, clé, porte. On dirait qu'elle comprend quelque chose. À ce moment-là, 2 gardes du roi font irruption dans la cellule avec un parchemin et une plume. Ils exigent qu'Isabelle, même dans son état, appose une croix sur le document. La mère supérieure se tient dans un coin et observe la scène. Le médecin proteste, mais l'un des gardes le plaque contre le mur. La princesse, à bout de souffle, leva la main, mais la plume tomba de ses doigts. Alors, l'un des soldats, saisissant sa main, tenta de la faire glisser sur le parchemin. À ce moment-là, son corps se cambra dans un violent spasme. Un râle s'échappa de sa bouche, puis tout redevint silencieux. La servante, qui avait été témoin de la scène, déclara plus tard dans son témoignage: « Elle est morte, les yeux ouverts. Ils étaient vitreux, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle voyait ses mains toucher le papier. » Après la mort d'Isabelle, la cellule fut immédiatement fermée à clé. Le camp royal affirmait que la signature avait été apposée, les Savoyards affirmaient le contraire. Une bagarre éclata dans la cour du couvent. Dans la confusion, le corps de la princesse fut transporté par une porte latérale recouverte d'un tissu grossier. Mais sur le chemin vers la charrette, il glissa des mains des porteurs et plusieurs témoins affirmèrent qu'un liquide noir s'était répandu sur la neige, laissant une tache qui ne disparut qu'au printemps. Cette nuit-là, le monastère fut à moitié pillé. Le corps des princesses était vide. Certaines recluses furent emmenées dans différents couvents. D'autres disparurent, tout simplement. Le maître Renard laissa une dernière note. « J'ai vu la mort, mais jamais comme ça. Ce n'était pas comme une bougie qui s'éteint, mais comme un mur qui s'écroule. Et avec elle, toute cette sombre forteresse s'est effondrée. » La mort de la princesse Isabelle d'Aragon ne fut pas la fin, mais le début d'événements qui bouleversèrent la moitié des cours d'Europe. À peine le corps eut-il été transporté hors des murs du couvent que les parties royales et savoyardes commencèrent à se disputer ouvertement pour savoir si le document avait été signé. Le même jour, les héros royaux annoncèrent que les terres de Bourgogne passaient sous le contrôle direct de la couronne. La Savoie réagit en déclarant que le document était falsifié et que la signature était une grossière contrefaçon réalisée par un tiers. La ville, encore en proie à la peur de la maladie la veille, était désormais en proie à la foule. Les gens affluaient vers les portes du monastère, exigeant que le corps soit montré avant l'enterrement. On murmurait que ses mains et ses pieds avaient pourri de son vivant et que c'était le châtiment de Dieu pour son orgueil. D'autres, au contraire, voyaient dans sa mort atroce la preuve de son innocence
et de son sacrifice. L'archevêque, arrivé 3 jours après la mort, ordonna que le corps soit embaumé avant les funérailles. Mais lorsque les embaumeurs ouvrirent le linceul, ils découvrirent que le tissu était déjà en décomposition à plusieurs endroits et que les mains et les pieds s'étaient détachés au niveau des articulations. L'odeur était si forte que la procédure a été effectuée avec des demi-masques imprégnés d'herbe. Dans le rapport de l'archevêque, dont une copie a été conservée, il est écrit « Le corps ne pouvait être entièrement conservé. Les entrailles étaient décomposées. La peau de la poitrine se détachait par lambeaux et les cavités étaient remplies d'une humidité sombre dégageant une odeur nauséabonde. Pour cette raison, l'embaumement n'a été effectué que partiellement et les restes ont été placés dans un cercueil en plomb. Les funérailles ont eu lieu en secret pendant la nuit. Le cercueil a été transporté sous escorte de 10 gardes et 2 moines, puis enterré dans le cimetière du monastère Saint-Luc, loin de la ville. Aucune des 2 parties n'était officiellement présente afin d'éviter toute provocation. Après les funérailles, la Savoie commença à préparer ses troupes pour se diriger vers la frontière, affirmant que la mort de la princesse était le résultat d'une incarcération délibérée et d'un refus de soins médicaux. Le roi de France, en réponse, renforça les garnisons des forteresses frontalières et annonça que le couvent Sainte-Marie, foyer de troubles et de contagion, serait dissous. 1 mois après la mort d'Isabelle, le couvent était désert. Les recluses qui avaient survécu à la maladie furent réparties dans différents couvents, certaines étant envoyées dans des endroits si éloignés qu'on n'entendit plus jamais parler d'elles. Le bâtiment où vivaient les princesses fut condamné. Puis, 1 an plus tard, il fut détruit par un incendie dont la cause ne fut jamais établie. Dans la mémoire populaire, Isabelle est restée une figure ambiguë. Pour certains, elle était une martyre, privée de liberté et morte en captivité. Pour d'autres, une intrigante dangereuse, dont la mort a ouvert la voie à de nouvelles possessions pour le roi. Des chants sur ses souffrances ont commencé à être interprétés dans certains monastères, mais le Vatican ne les a jamais reconnus officiellement. Dans les traités médicaux du siècle suivant, le cas d'Isabelle fut mentionné comme un exemple de longue décomposition de l'organisme accompagnée de fièvre et d'ulcères. Et certains médecins affirmèrent que sa maladie avait été l'un des premiers foyers de peste dans la région, que l'on avait tenté de dissimuler pour des raisons politiques. Sa mort marqua ainsi à la fois la fin d'une longue période de réclusion et le début d'un jeu ouvert entre les dynasties. La ville se souvint longtemps de cet hiver où les lumières brillaient derrière les épais murs du couvent, sans que personne ne sache qu'une femme, dont la signature aurait pu changer le visage de l'Europe, était en train d'y mourir.